dans les différentes chambres. Si on prend le cas du Sénat, le Rebouba, qui est originaire du Nord, où le président de la République avait échoué lors des élections présidentielles. Lorsqu'on voit Ndatou, qui est originaire de l'Ouest, on se rappelle de l'axe Nord-Ouest qui avait été fondé et qui a vraiment affaibli le président de la République lors de ces élections présidentielles 2025. Donc on voit que l'ascension de ces deux personnalités originaires de ces deux différentes régions, c'est juste une façon du président de la République de renouer avec ces différents axes et que là, il y a une perspective électoraliste. Est-ce que vraiment, Monsieur le Président Banakani, ces arguments ne sont pas fondés? Si, ils sont fondés. Ils sont fondés. N'oubliez pas que une des marques caractéristiques du président quand il agit, il n'aime pas les accélérations brusques. Le président n'aime pas. Il aime aller doucement, avec assurance, du point de vue de ses options à lui. Donc, il n'y a rien de nouveau au soleil. Vous analysez juste, dans un premier temps, c'est ça. Voilà pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de changement transitoire. De changement transitoire. On dit la même chose, qu'il y a des perspectives à court terme là que le président doit pouvoir maîtriser, même à moyen terme. Il faut que les élections municipales et législatives se déroulent selon les perspectives présidentielles. Je ne les connais pas, mais au moins, on sait qu'il ne parie pas sur la défaite de son camp. Il ne parie pas la défaite de son camp. Il parie sur des changements qu'il va continuer à maîtriser, y compris surtout à l'intérieur de son camp. Donc, le signal, c'est ça, c'est le départ de ces deux figures totémiques qui ne sont pas les seules. Alors, donc, c'est pour cela que je dis simplement début d'une nouvelle ère. Je vais être très précis, début d'une nouvelle ère. Il n'y a pas le changement avec Dato. Il n'y a pas le changement avec Dato. Il n'y a pas le... Parce que dans Dato gérait la mafia avec le très honorable Kavaye Yegedebi. Nous le connaissons très bien. Donc ce n'est pas un changement en tel que tel. Il aurait géré la mafia de toute façon. Bon, si vous voulez corriger comme vous voulez. Je ne dis jamais les choses que je ne peux pas démontrer. Je dis que lui, le président Dato, ce n'est pas le changement tel qu'on l'entend. Donc, c'est un mouvement, c'est le début d'un mouvement qui va dans le sens de répondre, de satisfaire les promesses présidentielles. Rajeunissement, intégration des jeunes. Bon. Vous savez, nous attendons toujours ça. Rajeunissement que j'appellerais même symbolique. Parce que c'est normal que si on a maintenu 30 ans, 40 ans, des pères, comme le très honorable Kavaye Yegedebi et le très vénérable Nyadi Fendi, si on amène quelqu'un qui a 65 ans, qui a 60 ans, évidemment que c'est un rajeunissement. Mais ce n'est pas ça le débat. Il faut qu'on c'est pas ça le débat. Tout à l'heure, on va parler des contenus dans le nouveau changement de cap. Ce n'est pas ça le débat. Nous, quand on parle de changement de cap, il y a un contenu qui n'a rien à voir avec ça. Même si ce sont des conditions nécessaires. Je ne veux pas faire la fine bouche, je suis content de voir qu'une nouvelle ère s'est ouverte. Elle est seulement ouverte. Mais Monsieur le Président, elle est seulement ouverte. Donc, il y a encore des cartes qui vont être mises sur la table qui vont mieux nous éclairer sur ce qu'on est en train de faire. Il ne s'agit pas de renouveler les grands équilibres. Il s'agit de sortir des grands équilibres pour libérer le pays. Il ne s'agit pas de renouveler les grands. Or, le président, il est dans la gestion des grands équilibres. Il continue à les gérer dans le sens de ne pas perdre la main. Mais le vrai débat, il ne perd pas la main pour faire quoi? C'est ça qui est intéressant pour nous. Pour faire quoi? C'est ça que moi je regarde. Or, pour l'instant, il n'est pas possible de dire le poids qu'il va faire parce qu'on n'est qu'au commencement du processus. Et bien évidemment, vous l'avez bien décrit dans votre analyse, où vous dites que nous sommes dans le début d'une ère. Mais Monsieur le Président, nous voulons bien comprendre. Quand nous voyons les deux personnalités, M. Nyadi Fendi, Marcel, et M. Kavaye Yegedebi, qui ont été remplacés par leurs adjoints, nous voulons dire que ces personnalités n'ont pas été remplacées sur la base d'une élection. Pourtant, c'est pour des raisons d'aucuns. Mais ils ont été élus par le camp. Ils ont été élus dans le camp. Ils ont été élus dans le camp. Oui. Mais pour des raisons de santé, si on prend par exemple le cas de M. Nyadi Fendi, qui n'arrive pas à assurer de manière permanente sa présence au Perchois, il est constamment dans les hôpitaux pour des soins de santé. M. Kavaye Yegedebi, qui parfois a été vu dans des vidéos qui prêtait à confusion sur son état même mental, sa lucidité. Est-ce que ce ne sont pas des facteurs objectifs
qui les ont mis à l'écart, au-delà même d'une montée politique visant à les écarter. Mais si ça, ce facteur objectif suffisait à les mettre à l'écart, il y a longtemps qu'on les aurait mis à l'écart. Il y a très longtemps. Donc, c'est pas ça la raison. Et qui vous a dit qu'ils ne voulaient pas rester? Les deux voulaient rester. Pourquoi ils voulaient rester? Comment vous le Allez dites? leur demander. Parce Je qu'il y a vous eu dis, des élections. non, ils voulaient rester parce que ils voulaient rester. Pourquoi vous voulez qu'ils partent? Ils vous ont dit qu'ils voulaient rester. J'ai dit bien les deux. Hein. Donc, leur départ, c'est un symbole fort. C'est un symbole fort. Ça veut dire que la nouvelle ère a commencé. Alors, maintenant, le problème est de savoir, bon, le fait de déplacer l'équilibre, le centre de gravité, l'un des centres de gravité des grands équilibres de l'extrême nord au nord, c'est une signification. Je crois que M. Djengere tout à l'heure a essayé de l'expliquer. C'est clair. Il s'agit, on peut considérer qu'il y a une dynamique voulant reprendre ces coins-là, après la parenthèse des élections présidentielles. On veut reprendre ces coins en insufflant une nouvelle donne autour de ces figures, mais qui tous sont caractérisés par une chose, la fidélité au président, la fidélité au RDPC. C'est un fait. Mais la fidélité au RDPC ne doit pas nous empêcher aussi de voir ce que ces personnes représentent en tant qu'individus. Le président du Sénat, au niveau, le choix présidentiel est quand même significatif. Au regard d'abord ce que le président de la chefferie, qu'il dirige, Bouba, et cette chefferie, son poids dans l'histoire du Cameroun, son poids dans ce qu'on pourra appeler comme les équilibres géo-régionaux et même géo-ethniques. Donc, il a un poids, le passé de ce Lamida, c'est un passé au-delà des calculs géo-ethniques, c'est un passé nationaliste. C'est un Lamida qui s'est manifesté dans l'histoire du Cameroun par une tradition de résistance à la colonisation. Ils ont été avec les épicistes. Bon, il y a ça ce n'est pas insignifiant. Et ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Nous, on regarde ça, on dit c'est intéressant. C'est intéressant de voir le choix de la personne. Il y a d'autres arguments qui montrent que ce n'est pas un choix qu'il faut négliger. Quand on connaît comment le président est subtil dans ses démarches stratégiques, il est très subtil. Parce que là, il marche sur des œufs. Hein. Il marche sur des œufs, ça se voit. Donc, le Lamida, c'est un homme fort. Il est solide. Il peut parler à n'importe qui au Cameroun. Il n'est pas fabriqué par des réseaux de Nando Colonna au sens du mot. C'est un héritier d'une chefferie prestigieuse, solide, enracinée. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas n'importe quel choix. On comprend ce que ça veut dire. On prend acte. Bon, Dato, lui, vraiment, je ne sais pas ce que ça vaut en tant que tel. Vraiment, c'est une continuité naturelle au Parlement. Moi, je considère que vraiment, c'est un choix de transition. Peut-être il va jouer son bateau dans le cadre des élections. Peut-être autour de lui, il va se créer une dynamique de renouvellement dans la région de l'Ouest, au niveau de la guerre des notables, là, au niveau de l'Ouest, peut-être, ça se fera. Mais Dato, en dehors d'une certaine proximité, la proximité autour de la famille présidentielle, je ne vois pas quel atout il a particulier. Il est très différent du président du Sénat. Le président du Sénat, c'est fort, c'est significatif. Le président Dato, il faut respecter les présidents de nos institutions. Une fois qu'on a respecté ça, on dit, mais pour moi, c'est un non-événement. Sauf que là, on voit que peut-être il a bénéficié. D'abord, comme je l'ai dit, c'est un bénéfice de fonction. Il était vice-président, le président Kaba est parti pour la stabilité. On a fait d'une pierre plusieurs coups, il est de l'Ouest, il est plus jeune, et puis il a su une certaine proximité présidentielle. Voilà, tant mieux. Monsieur le Président, sur la question spécifique du changement de cap, il nous souvient que vous avez vous aussi été l'un des premiers sur la scène politique nationale à en parler et à le désigner comme l'étape suivante de la vie politique nationale. Nous voulons vous inviter à indiquer la signification, Monsieur le Président, pertinente et le contenu politique du changement de cap respectivement pour le RDPC, l'opposition néocoloniale, les forces économiques. Quelle est la différence, Monsieur le Président, entre ces changements de cap qui occupent désormais l'espace des discours
et des débats politiques nationaux et le changement de cap tel qu'il est compris et envisagé par le NNP? Moi, je pense que c'est la question de fond. Hein. C'est la question de fond qui est au cœur de nos réflexions, de nos échanges. Parce que, bon, vous dites parmi les premiers, il ne faut pas qu'on soit trop modeste parmi les premiers. Moi, je ne sais pas quelle autre force politique a demandé le changement de cap. On était le premier. Comme d'habitude, non, on ouvre toutes les portes que personne ne veut ouvrir. Mais une fois que les portes sont ouvertes, tout le monde s'engouffre. Bon, c'est bien. En tout cas, il est important de distinguer ce qu'on met dans le changement de cap, ce qu'on met dans jeunesse. Parce que quand le président de jeunesse, il parle de quoi? Il parle de quoi? Avons-nous fait une réalité quantitative, catégorielle, ou bien on a fait une réalité qualitative qui dépasse donc le cap catégoriel, à savoir qu'une catégorie de la population qu'on veut promouvoir. On va la promouvoir comment? En cooptant parmi des personnes qu'on va nommer à des postes. Et ces personnes-là, qu'on va les nommer, ces jeunes-là, ils appartiennent à qui? Aux anciennes familles, aux familles endo-coloniales qu'on veut renouveler. À ce niveau-là, ce n'est pas ça le changement de cap. Donc, le changement de cap, Madame Panéré, votre question, elle est très, très importante. Pour le RDPC, ce n'est pas le même changement de cap que pour le NMP, que pour l'opposition néocoloniale, que même pour le président. Donc, la réflexion politique consisterait à essayer de pénétrer le fond de l'affaire. Pour le RDPC, le changement de cap, c'est comme Ndatwo. Par exemple, donc prenons un cas concret. Ndatwo, par exemple, pour le RDPC, c'est que les enfants des endotes, des barons, soient en première ligne. On voit comment ça se passe à Kribi, le fils de dans le commandement, l'enfant de tel, à l'ENAM, ses enfants, chacun a mis ses enfants, le roc a dit ses enfants, il les a placés partout. Mais changement de cas pour lui, il dit que il serait très heureux de s'asseoir chez lui et voir ses enfants passer à la télévision, ministre de tel, DG de tel. Beaucoup de personnes, c'est ça le changement de cap, c'est renouveler, chasser les vieux, renouveler, mettre de nouvelles figures, remplacer ceux qui ont mis longtemps à des postes. Mais ce n'est pas ça le changement de cap. Ce sont des éléments de changement de cap. Pour l'opposition néocoloniale, c'est changer le code électoral dans un certain sens, élection à 2 tours, bulletin unique, etc., revoir certaines dispositions du code électoral qui permettraient, n'est-ce pas, de partager certains pouvoirs avec l'État dans la gestion des élections, etc., c'est ouvrir véritablement le gouvernement à certaines figures de l'opposition, pourquoi pas, certaines de l'opposition, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le changement de cap. Le changement de cap, c'est pas un gouvernement d'union nationale. Sans projet. Une espèce de gouvernement d'union nationale à Trabnigo. C'est pas ça le changement de cap. Le changement de cap, il est plus profond. Il est plus profond. Quand on parle d'impliquer la jeunesse, c'est de nommer les jeunes, oui, mais sur la base de nouvelles politiques publiques. De nouvelles politiques publiques capables de répondre aux besoins de la majorité de la population camerounaise. Si ces besoins sont connus, on a besoin de performance. Il faut nommer des gens avec un calendrier de performance, avec des contrats de performance bien échelonnés sur le temps, et avec des formats d'évaluabilité qui vont avec, de manière qu'on puisse suivre ce que les gens font, par exemple. Donc, le changement de cap au Cameroun, ce n'est pas de continuer avec une fonction publique qui admet que les ministres peuvent faire des affaires, qui consacre l'affairisme dans la fonction publique. Et ça débouche sur des scandales comme ce qu'on voit avec LGS, où l'État camerounais a perdu près de 5 000 milliards de francs. Mais c'est le crime des crimes. Donc quand nous disons changement de cap, c'est qu'il faut restaurer l'exigence déontologique dans la fonction publique. Il faut restaurer ça. Un fonctionnaire n'est pas là pour s'enrichir, point. Tu veux t'enrichir, tu quittes la fonction publique. Tout ce contre les activités lucratives des fonctionnaires. Mais c'est une loi, mais on les autorise à le faire. Et on voit, notre fonction publique est devenue, c'est l'affairisme, c'est partout. Aucun fonctionnaire ne pose aucun acte qui soit dénué de la tentation d'affairisme quand ils posent leurs actes.
Mais c'est pas ça un État, c'est pas ça un gouvernement. Mais dans ce cas, devenez dans une partie des affaires. C'est pas le cas au Cameroun, c'est même pas possible au Cameroun. On sait tout d'où nous venons. Donc, le changement de cap, il est là. Le changement de cap, c'est d'engager le pays dans la plénitude la plénitude des changements qui sont en train de s'opérer à l'échelle mondiale. Et c'est pas compliqué, c'est deux axes. Un axe qui vise à nous réoccidentaliser, recolonisation du pays, ce que nous sommes en train de faire, et un axe de la libération, qui aujourd'hui, quoi qu'on le veuille, se trouve dans le camp de la multipolarité. Le débat est de savoir si aujourd'hui notre administration est dans la capacité de gérer ça. De gérer ça. Donc, et pour faire ça, le changement de cap, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'inscrire l'administration, c'est d'inscrire l'État dans une nouvelle donne où les grands équilibres sont remplacés par la nécessité de la performance. Sont remplacés par les exigences déontologiques nouvelles. Est-ce qu'un Camerounais se reconnaît dans la fonction publique chaque fois qu'il entre dans un bureau, un simple bureau? Est-ce que les commissaires, les commissariats sont des lieux accueillants où l'on rend justice? Est-ce que les magistrats, est-ce que la justice camerounaise n'est pas seulement une bureaucratie qui rappelle les rites de l'état de droit, mais qui sont, dans la réalité, manifestés par le caractère inaccessible de la justice? Voilà, des choses sont claires. Les Camerounais doivent voir ça. Et c'est pas compliqué à faire, c'est pas impossible. C'est ça le changement de cap. Et à la fin, c'est que l'horizon du pays ne soit plus obscurci par l'indépassabilité de la figure présidentielle. C'est pas de la faute du président en tant que tel, mais il n'y a pas de changement de cap si ce n'est pas clair, si ce n'est pas ça. Mais en même temps, le président de la République se comporte comme si c'est lui qui a le monopole du changement de cap. C'est pour ça qu'on fait l'émission pour dire ce que l'on entend par changement de cap. Alors, et ça, c'est un problème qui est la résultante directe de ce qu'on pourrait appeler le fait qu'à un moment donné, le président peut avoir la tentation naturelle, c'est un être humain, de croire qu'il n'y a pas de Cameroun sans lui. Il a vu beaucoup de trahisons, il a vu beaucoup de choses. À un moment donné, le Cameroun, c'est moi. C'est une tentation. Et il s'assoit et il se dit que bon, le Cameroun futur, c'est dans ma tête. C'est une erreur. Pourquoi il faut aider le président? Il faut monter au créneau, il faut faire ce que nous sommes en train de faire, et il faut entendre notre son. Il faut entendre une autre cloche. Mais il faut qu'il nous aide à lui aider aussi, monsieur le président Balakani. Le débat n'est pas à ce niveau. Je n'aborde pas la politique comme ça avec les sentiments et les émotions. On crée des conditions politiques qui peuvent réaliser nos aspirations. On n'est pas dans le niveau de la supplication, la moralité. Sauf qu'on a l'impression que le président, lui, il n'écoute personne. Non, il écoute. Il écoute. Il n'écoute pas comment. Puisqu'on voit que le Cameroun est en train de sortir d'une pointe dans une nouvelle. Et il faut avoir travaillé dans ça. Beaucoup sont largués parce que n'ayant pas anticipé, n'ayant pas vu ça venir, n'ayant pas travaillé pour ça, ils voient qu'il n'y a rien. Non, des choses se passent. Il y a des choses, il y a une nouvelle donne qui se met en place. Maintenant, il faut investir cette donne-là. Il faut l'investir intelligemment pour essayer de bousculer les lignes. Bousculer les plans qui sont en train de te faire ici et là. Parce que nous, on dit changement de cap, mais les forces internes au NDPC aussi, investir le changement de cap à leur manière. Mais monsieur le président, voilà. S'il n'y a pas une dichotomie... Mais tout ça, le président, ça pèse, hein. Ça pèse parce que il travaille avec ceux qui l'entourent. Entre eux. Voilà. Le contenu de la nécessité de renouveler tout ça. De renouveler tout ça aussi. Oui. Et le contenu du changement du cap que le président met dans sa démarche qu'il est en train de poursuivre, monsieur le président. Parce que vous l'avez dit, quand on voit par exemple cette nouvelle ère avec des figures comme Dato, qui malgré tout, connaissant son passé, certaines indiscrétions, et c'est-à-dire, dans le fond, nous observons juste des réformettes sans toucher les réalités, les vrais débats qui se posent sur le territoire du Cameroun. Bon, je ne sais pas ce que vous... Les réformettes, c'est trop dit. Je vous ai dit, quand, par exemple, la nomination, le président du Sénat, c'est un acte dont je viens de montrer, d'essayer de dégager la profondeur et l'importance. Ça se fait au sein du LDC. Il est membre du LDPC. Hein. Il n'est pas membre du LDPC. Donc voilà quelque chose qui est un indicateur pertinent des trajectoires que le changement de cap peut emprunter.
c'est contrebalancé par l'inconsistance de la nomination de M. Datois, mais c'est quand même un changement. Ça fait partie. M. Niat Totémique est parti, on l'a remplacé par quelqu'un de moins totémique. Bon, on verra si les élections législatives qui arrivent vont changer, vont imposer une nouvelle donne. Mais le président a des exigences. Il doit maintenir son parti debout pour affronter les échéances. Il doit garder le contrôle sur son parti. Parce que si le parti l'échappe, on ne sait pas ce qui va remplacer ça. C'est une contrainte à prendre en compte pour quelqu'un, pour un président qui est conscient. Il ne peut pas jouer avec ça, on comprend. Alors maintenant, réformer, on va voir. On va voir. On va voir si l'implication de la jeunesse, telle que le président semble le dire, et l'émergence ou non de nouvelles politiques publiques vont ensemble. À ce moment-là, on aura les éléments concrets pour analyser. Justement, monsieur voilà, pour l'instant, on est au commencement d'un processus, il faut soutenir ça. Parce que nous avons demandé le changement de cap. Quand ça commence, on ne va pas cracher dessus. C'est un début, on va voir ce que ça va donner. Le président, entreprise d'État, remaniement, changement de cap gouvernemental, qui normalement doit précéder un remaniement. Tout ça, on regarde, on va voir. Et on va se prononcer. Mais tout ça, vraiment, moi, tout ça ne peut pas aider à contourner ce qui est devenu incontournable. Un vrai changement de cap. Au Cameroun ne peut pas contourner ça. C'est devenu... On peut faire tout ce qu'on veut, on ne va pas contourner la nécessité d'un changement de cap. Il est là, c'est incontournable. Monsieur le Président Banakani, tout à l'heure, vous avez dit que nous devons continuer à soutenir les processus de changement. Ce serait incohérent de notre part d'avoir demandé un changement de cap. Une nouvelle ère, ça commence et ils vont cracher dessus. Oui, sauf que nous entendons encore que ça se manifeste concrètement, Monsieur le Président. Nous sommes encore au début d'un processus et on a eu souvent à soutenir les processus du Président de la République qui nous ont laissés en route. Si on prend le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, si on prend le cas de DGS, on observe quand même plus ou moins un mutisme du président de la République, une manière de se taire face au dossier grave que lui-même engage et que... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. L'affaire Martinez, ce n'est pas le mutisme. Il y a quelque chose qu'on voit d'inédit dans notre pays. Monsieur, il y a le patron des services de renseignement en prison. Vous dites que c'est un jeu? C'est un jeu? Il n'a pas encore été condamné, monsieur le Peu président. Importe, il est en prison. Il n'y a pas encore eu de condamnation. Non, il est en prison. Allez voir le procès sur son cours, hein, avec des rebondissements. Et c'est sérieux, le procès. Mais monsieur le président, d'autres peuvent toujours sortir. Parce qu'il y a eu des demandes de libération provisoire. Mais les demandes, c'est quoi? Il est toujours en prison. C'est le cas normal de la justice. Il dit que je vais sortir. On dit que je le sors et il reste en prison. Les Camerounais, on ne commente pas ça. On ne commente pas ça. Je vous dis pour la première fois, vous avez le patron de renseignement d'un pays qui est en prison. Ce n'est pas n'importe quel pays où on peut ramasser un matin le patron de renseignement, le mettre en prison. Ça a été fait. Dans ce pays, on ne savait pas que M. Abou Belinga pouvait être arrêté. D'accord? Vous le savez? Il est en prison. À chaque fois qu'on a dit libération, il est toujours là. Je ne me réjouis pas qu'il soit en prison, mais je parle des faits. Donc, on a une affaire qui est en train de suivre son cours dans le processus naturel de la justice, du système judiciaire. C'est une bonne chose. Ne dites pas que rien n'est fait. Et c'est une affaire qui est emblématique, symptomatique du processus que travaille l'anglo-colonial camerounais. Ce n'est pas n'importe quelle affaire. Voilà. Et on voit que le président, quoi qu'on dise, le président tient bon. Il y avait des gens qu'on disait qu'on ne peut pas arrêter. Savon, qui vaut le toucher au Cameroun. Mais on l'a arrêté, il est derrière. Derrière. Donc c'est un processus. Ne crachons pas sur les dynamiques. Ne crachons pas sur le mouvement que nous avons eu à anticiper. Et même annoncer que ça se passe, on crache parce qu'on dit on veut jouer le jeu habituel de la facilité consistant à ranger tout dans dis donc, ça va déboucher sur rien. On est habitué à voir ça. Non. C'est sérieux. Et rappelez-vous quand l'affaire Martinez est arrivée, qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai dit que là, dans le colonial, on est entré dans une phase où on va se fragmenter davantage, où on va s'affaiblir. Je vous l'avais dit. On est dans l'accélération. Vous pouvez prendre l'exemple de l'affaire Martinez-Zogo, mais monsieur le président, sur le dossier LGS et sur le dossier Covid-Gate, Can-Gate, le peuple camerounais est resté sous sa soif, monsieur le président. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il peut rester sous sa soif, mais on voit bien qu'il y a des processus qui sont là, qui indiquent que le temps présidentiel peut désarçonner beaucoup, mais on voit quand même qu'il y a des indicateurs qui montrent que des choses se préparent. LGS, je rappelle, c'est le président qui a soulevé ce dossier. Je rappelle toujours ça. C'est lui qui l'a soulevé.
à sa manière. Et il soulève toujours les dossiers qui ne finissent Non, jamais. oui. C'est une tendance, monsieur. Vous pouvez répéter, C'est une tendance, vous pouvez reprendre à votre compte ce qu'on dit au quartier. C'est pas grave. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui a soulevé ce dossier. Ce n'est pas un gars du quartier qui a soulevé ça. C'est le président qui a soulevé ce dossier. Et s'il a soulevé, il sait pourquoi. On voit que ça n'a pas été soulevé par hasard. Le président connaît ce dossier, il l'a soulevé. Et on est arrivé aujourd'hui, ce dossier est arrivé à un niveau où il y a un discrédit total de ceux qui se sont engagés dans cette affaire et qui ont engagé leur autorité publique. Le groupe de l'immeuble Étoile, ce n'est pas de commentaires. Quand on voit aujourd'hui ce qui est dehors, le scandale des fausses déclarations d'importation et le préjudice conséquent, près de 5 000 milliards. C'est grave. C'est grave. Eh bien, le président, il fallait comment pour ne pas sanctionner ça. Mais pour que ça arrive, il fallait que ces personnes qui étaient entourées d'un certain aura jusqu'à date soient démasquées et que l'opinion les voit tels qu'ils sont. Mettez ça à l'actif du président. Et pour le faire, il ne faut pas être effrayé et impressionné par le vacarme des anti-biaïstes primaires, des gens qui battaient midi soir veulent effrayer les gens pour dire que il n'y a rien de bon là. Dès que tu vois un truc de bon, oui, soutien pour lui, on s'en fout de. On veut défendre un pays. On est en train de gérer, de s'assurer qu'un pays, à la faveur de mutations qui arrivent, ne sombre pas. Il faut de la hauteur, il faut de la fermeté, il faut des convictions fortes, il faut de la vision. On ne peut pas accumuler tout ça quand on se laisse distraire par des agitateurs qui racontent tout et n'importe quoi. Donc, SGS, c'est le président qui l'a soulevé. Jusqu'à présent, le président n'a pas désavoué son chef d'état-major. Ça aurait été un acte essentiel s'il avait désavoué. Il simplement, c'est pas fait. Donc, il y a quand même du sens. Et M. Atlantique DSA est au PAD. Je n'étais pas là. Et j'y est resté, mais 30 ans, tu es resté aussi. Donc, on est dans du provisoire, mais qu'on ne peut comprendre que si on voit le processus d'ensemble que le président est en train de gérer. Je peux vous dire que soulever un tel dossier, alors que le président savait qu'ils sont impliqués, ça montre qu'il y a une stratégie d'ensemble que le président mène, dans l'optique de s'assurer que le changement de cap neutralise l'endocolonial.